table ronde qui va permettre de tirer donc des conclusions. On aura un temps d'échange, questions-réponses avec la salle. Donc, je vous propose d'accueillir autour de moi Madame Prudhomme Latour, qui est adjointe au maire de Vénissieux en charge des politiques sociales, de la lutte contre la pauvreté. Vous êtes également, bonjour, en charge des personnes âgées et vous êtes également la vice-présidente du CCAS de Vénissieux. Je vais accueillir Agnès Moncamp pour le 107, qui nous rejoint également. Marion Tivolet pour le PIMS, voilà, qui nous rejoint également. Passerelle Michel Poulnard va nous rejoindre également. Pascal Branchard pour le centre social Moulin à Vent. Juliette Descos pour la Maison de la Métropole. Et Isabelle Tertian pour le CCAS. Et si tout va bien, il nous manque une petite chaise, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Voilà, il y en a une qui arrive. Nous avons également la présence de Corinne Aubin-Vasselin, qui est directrice générale adjointe à la métropole de Lyon, et Madame le maire, qui interviendra tout à l'heure en fin de table ronde. Bonjour, Madame Prudhomme Latour. Je vais vous laisser peut-être ouvrir. Je le disais, vous êtes adjointe au maire de Vénissieux, en charge notamment des politiques sociales, de la lutte contre la pauvreté. C'est l'enjeu de cette table ronde et de cette matinée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se caractérise la pauvreté à Vénissieux et quelle est l'action de la ville dans ces grandes lignes sur ce sujet-là? Comment vous vous mobilisez? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Vénissieux est une commune populaire et industrieuse où le parc de l'habitat social représente un logement sur deux et 32% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire, c'est-à-dire avec un revenu disponible de 1 102 € monétaires pour une personne vivant seule et 2 314 € pour un couple avec 2 enfants âgés de moins de 14 ans. Rappelons qu'à l'échelle nationale, ce sont 14,6% des concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. C'est donc plus du double à Vénissieux. Ce seul chiffre permet de saisir immédiatement l'ampleur de l'enjeu des politiques sociales sur notre territoire vénitien. La question de la lutte contre la pauvreté est une dimension structurante de notre action. Nous déployons l'ensemble des dispositifs existants relevant des compétences de la commune pour accompagner les administrés. Et particulièrement en ces temps d'inflation forte, la ville absorbe l'augmentation des prix en maintenant le tarif des prestations, repas scolaires, coût des interventions des professionnels soignants et médico-sociaux du CCAS et toutes les prestations à l'habitant à un niveau très bas, alors que les coûts des denrées et services ne cessent d'augmenter. Il y a également, nous avons fait évoluer à plusieurs reprises l'évolution du règlement intérieur des aides facultatives pour répondre aux besoins des plus près de nos habitants, comme nous avions créé en 2019 l'aide au sport, puisque avoir pratiqué un sport, ça devrait être accessible à tout le monde. Partir en vacances également. Nous avons créé, par exemple, une aide au départ en vacances. Ce n'est pas du luxe, c'est simplement la dignité des personnes. Nous continuons bien sûr à travailler au plus près avec les partenaires du territoire, institutionnels et associatifs, avec les MDM, bien sûr, et les associations de solidarité, comme le Resto du Cœur, le Secours Populaire, le réseau d'alerte et de solidarité aussi, qui fait de grandes actions contre les expulsions locatives à Vénissieux. Donc voilà, tout ça fait partie aussi de la lutte contre la grande pauvreté et bien sûr tout le combat aussi que mène notre maire contre les expulsions locatives sans solution de relogement. Du coup, il y a des dispositifs au CCAS, comme par exemple le service prévention des impayés, mais à côté aussi, il y a les luttes que nous menons pour combattre la pauvreté. Voilà, donc quelques éléments pour finir sur le contexte. Vénissieux, c'est 68 000 habitants, c'est 19% de la population qui a plus de 60 ans. Les 75 ans représentent à peu près 5 000 personnes sur Vénissieux et 13% vivent de ces retraités sous le seuil de pauvreté, d'où l'importance aussi, la maîtrise de nos tarifs, des tarifs sociaux, par exemple dans les résidences autonomie. Sur la métropole, nous sommes dans les plus bas. Alors, merci. Dans ces éléments de contexte, comment est-ce que vous abordez cette question du non-recours aux droits sociaux au niveau de la ville de Vénissieux? Oui, donc en France, rappelez ce chiffre, ce qui est important,
14,6% des Français vivent sous le seuil de pauvreté et 60% de leurs revenus sont consacrés à des besoins de première nécessité, le logement et se nourrir. 30% de personnes éligibles à la complémentaire maladie universelle n'y recourent pas. 31% des familles avec 1 ou 2 enfants à charge reçus par les associations caritatives ne touchent pas d'allocation familiale, selon le dernier rapport du Secours catholique. 19% de la population en France serait éligible à la prime d'activité, ils ne la sollicitent pas. C'est important justement parce que des fois on s'aperçoit dans les commissions d'attribution de logement, une personne qui a le SMIC, d'abord le SMIC ne permet pas aujourd'hui, d'où la bataille aussi politique, de vivre dignement, mais des fois si cette personne avait actionné la PDA, la prime d'activité, eh bien elle aurait accès donc au logement social, le taux d'effort serait à moins de 33%. C'est concret, on le voit bien dans les commissions, donc c'est important de lutter contre le non-recours au droit. Donc la pauvreté et la part des dépenses contraintes des ménages augmentent, le non-recours aux aides sociales ne recule pas. Au niveau de Vénissieux, la situation sociale est donc beaucoup plus accentuée à Vénissieux qu'en moyenne en France. Je ne vais pas en rajouter au niveau des statistiques, mais il n'est pas possible de rester statique devant une telle situation. Il s'agit non seulement de lutter contre la pauvreté pour laquelle nous œuvrons au quotidien depuis des années, mais surtout, ce qui est cher aussi au maire et à l'équipe municipale, la dignité et les droits des personnes, du coup, tout comme le droit à l'accès au logement pour lequel la ville est particulièrement mobilisée. Il s'agissait donc de bouger les lignes. Les méthodes traditionnelles de travail ont leurs limites et les comportements de nos citoyens changent avec l'individualisme et une tendance à l'isolement de toutes les couches de la société. On vit de plus en plus côte à côte, mais sans se voir ni se soucier les uns des autres. Un petit peu moins à Vénissieux quand même. C'est une ville où la solidarité fait partie de l'ADN des habitants quand même. C'est ce que l'on nomme l'innovation sociale. Il fallait trouver de nouvelles méthodes. Et quand le CCAS de Vénissieux a été contacté pour travailler sur le non-recours au droit, bien évidemment, on a tout de suite répondu présent, du coup, puisque c'est important d'amplifier la lutte contre le non-recours au droit, puisque ça permet des fois à des personnes qui pourraient basculer justement dans la précarité, un licenciement, eh bien on actionne tout de suite les droits sociaux et on ne bascule pas dans la précarité. Et ça ouvre beaucoup de droits. Les soins, par exemple, aussi, c'était vraiment important. Et c'est un engagement aussi de notre plan de mandat d'amplifier la lutte contre le non-recours. Merci. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce secteur de moulin à vent à Vénissieux? Vous avez travaillé avec les différents opérateurs? Oui, nous avons beaucoup travaillé effectivement avec les différents partenaires. Donc le quartier du moulin à vent était sous-représenté en association, en institution, puisque les MDM sont sur les quartiers du Plateau et de Paris-Ly, couvrent beaucoup de quartiers. Sur Moulin à Vent, nous avions aussi un taux de pauvreté de 18,4%, du coup, un taux de chômage de 20%, et puis donc une population de 15 000 habitants. Et surtout, nous avions aussi un centre social qui agit beaucoup pour la solidarité et très volontaire, du coup. Donc on y a travaillé avec le maire et les différents opérateurs. Alors, vous, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous attendiez ou quelles étaient vos priorités concernant cette démarche de territoire zéro non-recours? Elles sont assez simples en réalité. C'était d'aller vers ce public dit invisible pour faire un bilan des droits, du coup, et ensuite les orienter pour qu'ils puissent actionner leurs droits sociaux. C'était aussi en même temps revoir la posture, les pratiques professionnelles, avoir un meilleur maillage entre tous les professionnels qui œuvrent dans le champ de l'action sociale pour mieux se coordonner et orienter. C'est très important et ce qui est important à souligner, c'est que du coup, sur le quartier du Moulin à Vent, on le verra un peu plus tard dans le film, on a eu beaucoup aussi d'acteurs, notamment, je vais citer par exemple la pharmacienne du quartier, puisque en plus c'est ma pharmacienne du coup, qui ont joué le jeu et qui ont orienté des bailleurs sociaux aussi, puis bien sûr l'ambassadeur des droits qui a sillonné le quartier. C'est important de le souligner parce que tout le monde a été volontaire dans cette démarche et je pense que la solidarité, même si elle devrait être à la base nationale, de pouvoir permettre à des citoyens d'être accompagnés, d'actionner leurs droits sociaux. Aujourd'hui, on parle justement de droits sociaux, mais il y a une grande bataille aussi à mener, c'est qu'aujourd'hui, les revenus devraient pouvoir permettre de vivre dignement. Le salaire, le SMIC aujourd'hui,
ne permet pas de vivre dignement, mais également les pensions de retraite, puisqu'on a de plus en plus de retraités qui arrivent difficilement à boucler leur fin de mois et qui, des fois aussi, n'actionnent pas certains de leurs droits. Donc, c'est important, tout le travail d'accompagnement social, et Vénitieux est très volontaire en la matière dans ses politiques qu'elle déploie. Je vous remercie. Donc, on peut conclure en disant que l'action contre le non-recours aux droits sociaux, finalement, ça doit devenir une disposition naturelle dans la politique de Vénitieux. Naturelle, mais aussi, bien évidemment, au niveau gouvernemental. Il faudrait aussi déployer des dispositifs pour réduire la pauvreté. Et en réduisant la pauvreté, eh bien, on réduira aussi d'autres choses. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a parlé des opérateurs, des partenaires qui mettent en place cette démarche et cette expérimentation. Je vais laisser la parole à Agnès Moncamp, le 107. Et Agnès, je vais vous laisser la parole en premier. Vous allez peut-être nous expliquer déjà ce qu'est le 107, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne vous connaissent pas, et peut-être nous expliquer le cadre de la démarche. Donc bonjour à tous. Donc je travaille au 107. Le 107, c'est une association et notre objectif, c'est de faire travailler les acteurs privés, publics et de l'économie sociale et solidaire ensemble autour de thématiques sociétales ou environnementales. Et donc on va venir apporter un appui sur l'ingénierie de projet d'expérimentation et tout ce qui est une démarche d'innovation sociale. Donc, oui. Je vous en prie, allez-y. Et donc du coup, on avait lancé en 2020 un collectif de travail sur la thématique de l'accès aux aides sociales avec des acteurs privés, publics et de l'économie sociale et solidaire. Et à l'issue de ce travail, il y a eu une idée qui a émergé, qui a pu être expérimentée depuis 2 ans. Donc là, on est à la fin de la 2e année sur le territoire donc de Vénitieux, dans le quartier Moulin-Avant. Et cette expérimentation a été portée par Passerelle et les PIMS d'un côté opérationnel. Donc, je ne sais pas si je rentre dans les détails ou si je laisse la même pour présenter les 2 postes. Mais en tout cas, la démarche d'expérimentation, c'est vraiment, pendant 2 ans, notre objectif, c'était de tester différentes approches sur l'accès au droit, de faire beaucoup plus de démarches d'aller vers, d'aller tester des choses innovantes, des fois de se tromper, de se dire bon, ben, en fait on ne va pas continuer dans cet axe-là. Et c'est vraiment cette logique-là dans une expérimentation. On se donne le droit de tester des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans les cadres qui existent actuellement. Et on apprend en faisant. Et l'objectif, c'est que ça puisse après être pérennisé. Alors par exemple, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail ? Je vais laisser aussi la parole parce qu'ils ont porté sur le terrain les actions. Donc, Passerelle, Madame Poulnard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et comment est-ce que vous participez à la démarche aux côtés du 107 ? Alors, on a fait, merci de nous recevoir. On a fait la partie du collectif depuis 2020 où on a évalué les problèmes d'accès au droit. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait, les gens ne venaient pas aux institutions, n'allaient pas voir les structures qui étaient susceptibles de les aider. Donc, on a pris le problème à l'envers et donc on s'est dit il faut faire du aller vers. Donc nous sommes allés au plus près des territoires, vers la pharmacie, les écoles, les places des marchés, et nous avons fait ce qu'on appelle de la maraude. On est allé au contact des habitants avec un petit flyer, en discutant, en disant tout simplement, est-ce que vous savez que vous avez peut-être des droits que vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez des problèmes administratifs, etc. Et donc, en engageant la discussion, on arrive déjà à lever certains freins, certaines peurs que les gens ont. Notamment, on s'est aperçu qu'il y a quand même 3 publics qui sont très durs à toucher, les seniors, comme vous l'avez dit, parce que ce sont des gens qui ne se plaignent pas, qui ont des toutes petites retraites, mais qui ne vont pas solliciter des aides parce que ce n'est pas dans leur culture. Les familles monoparentales aussi, qui ont très peur des institutions, à tort, mais c'est un peu ancré en soi. Et également les jeunes. Les jeunes qui sont donc, même si les jeunes, on a encore du mal à les toucher, hein, pour être franc. Et donc, une fois qu'on a engagé la conversation, qu'on leur a dit, écoutez, venez nous voir,
peut-être des solutions existent, peut-être ça vous engage à rien. Donc les gens spontanément prenaient rendez-vous et nous rencontraient l'ambassadeur des droits, qui est tenu par Passerelle, au centre social Moulin à Vent, notamment, où on a aussi testé d'autres endroits comme une bibliothèque ou différents lieux. Et lors de ce bilan, lors de ce rendez-vous, les personnes, l'ambassadeur des droits proposait un diagnostic de la situation personnelle des personnes dans tous les domaines, que ce soit la santé, le logement, vraiment tous les domaines. Le bilan est assez complet et long. Il peut durer 1 heure facilement. On n'a pas vraiment de temps. On est parti sur 1 heure. C'est le temps nécessaire pour que les gens se confient et arrivent à se livrer. Une fois qu'on a fait ce bilan, on a des pistes d'orientation, des pistes de droit ou pas, hein, mais au moins on a quand même un bilan qui est assez exhaustif parce qu'on essaye de lever des aides ou des droits publics et privés, parce qu'il faut savoir que le secteur privé a beaucoup d'aides qui sont très peu sollicitées. Par exemple, l'action sociale des caisses de retraite complémentaires donne des aides, les mutuelles peuvent donner des aides, des choses comme ça qui, entre guillemets, sont très peu connues et très peu sollicitées, parce qu'il n'y a pas vraiment de publicité de la part de ces organismes sur ça. Et une fois donc que le diagnostic est fait, on se sert par exemple d'outils comme Géorienté, l'outil de la métropole, pour pouvoir orienter vers la bonne structure en mettant à la personne... Il part avec une feuille de route, entre guillemets, où on lui dit allez voir tel organisme qui est ouvert de telle date à telle date, il faut prendre tel bus, vous allez... Voilà, pour que la personne n'ait pas de frein à pas savoir où aller et frapper la bonne porte. C'est ça le point de blocage, c'est que en fait, les personnes qui ont des difficultés ne savent pas vers qui aller au début. Ou est-ce qu'ils les ont mal identifiés? Et justement, vous, Passerelle, c'est très explicite, votre nom, vous êtes le lien quelque part et vous les réorientez? Alors il y a des personnes qui ont eu une expérience peut-être malheureuse, qui sont allées frapper la porte d'une porte. C'était pas forcément la bonne, où on leur a dit non, on peut rien faire pour vous, donc c'est une cause de non-recours. Il y a des personnes qui se disent c'est pas pour moi, je sais pas, j'allais pas voir tel organisme parce que je pensais que je rentrais pas dans les cases. Il y a des gens qui ne savent pas vers qui aller, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la métropole, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses et que les gens, justement, sont un peu perdus dans les méandres administratifs et les méandres de ce qui existe. Entre guillemets, il y a beaucoup de causes de non-recours qui sont diverses et variées. Et donc, c'est les remettre sur le bon chemin, c'est leur faire prendre confiance auprès des institutions, parce qu'aussi l'ambassadeur des droits, il a aussi le rôle de prendre son téléphone et d'appeler le CCS ou la MDM en disant voilà, telle personne, vous la connaissez ou vous la connaissez pas, mais moi je vous l'oriente parce que je pense que c'est vous qui pouvez être le bon interlocuteur. Et il lui explique un petit peu pour que justement la personne n'ait pas encore à tout réexpliquer et encore la perdre, entre guillemets, parce que c'est aussi, si la personne se dit s'il faut que je réexplique tout, c'est encore un moyen de ne pas recourir à ses droits. Donc c'est la faire prendre confiance en ce qui existe et lui donner une bonne feuille de route pour qu'elle puisse faire valoir ses droits et lutter contre la pauvreté ainsi. Voilà. Alors, on va juste peut-être s'arrêter quelques instants parce que vous avez dit le mot d'ambassadeur des droits. C'est une notion très importante dans cette démarche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qui est ambassadeur des droits? Comment ça se passe? L'ambassadeur des droits, donc, c'est un rôle qui est tenu, c'est un salarié de Passerelle qui tient ce rôle. C'est un travailleur social, c'est un assistant social qui, donc justement, il a une grande connaissance de tout ce qui existe entre guillemets dans les droits et les droits sociaux. Donc c'est une personne qui est professionnelle, qui peut justement bien cerner et faire ce bon diagnostic pour pouvoir trouver tout ce qui existe sur le territoire. Ce que je vous propose peut-être, si vous êtes OK, c'est peut-être de regarder le film, puisque en fait vous avez mis en place, on peut parler finalement d'un maillage d'acteurs prescripteurs qui vous aident à déceler les personnes qui ont des problématiques. Par exemple, la pharmacie, c'est ça, hein, une pharmacienne? Alors voilà, l'idée aussi de l'ambassadeur des droits, c'est justement
outre le fait d'aller voir les habitants, c'est aussi faire un maillage territorial. Donc, on est allé voir la pharmacie, les commerçants, les écoles et autres. Et la pharmacie, notamment, c'est un point. Alors, autant il y a des commerces qui ont moins bien fonctionné, comme par exemple la boulangerie ou autre, parce que les gens vont à la boulangerie, mais ne prennent pas le temps de discuter. Par contre, dans une pharmacie, on prend le temps de discuter, on se confie à son pharmacien de tous ces problèmes. Souvent, la pharmacie aussi, elle se rend compte qu'il y a des problèmes justement de droit par rapport à la carte vitale qui ne marche pas, tout simplement. Et donc, elle était très intéressée par le rôle, par le territoire zéro non-recours, parce que justement, ça lui a permis d'apporter une réponse à ces patients, en disant, ben voilà, je me rends compte que vous avez certes des problèmes, vous avez votre carte vitale qui tout simplement ne marche pas, allez voir l'ambassadeur des droits qui peut-être peut vous aider et vous redonner la marche à suivre pour pouvoir aller plus loin et reprendre un rôle dans la société et votre place dans la société. Donc, je résume, l'ambassadeur des droits, c'est un salarié qui est chez Passerelle et qui met en place un maillage avec des acteurs qui sont prescripteurs, et on va les voir dans le film qu'on va découvrir tout de suite. Il y a la pharmacienne et puis il y a d'autres acteurs que vous allez découvrir, on en parle juste après. Bonjour, je suis Madame Font, titulaire d'une officine dans le quartier du Moulin à Vent, à Vénissieux. Je m'appelle Pierre Minard-Vasselet, je suis responsable de la bibliothèque Robert Desnos et responsable adjoint des bibliothèques de proximité du réseau de lecture publique de la ville de Vénissieux. Alors bonjour, moi c'est M. Bossoul Moustapha, agent de résidence à Lyon Métropole Habitat depuis 2001. Bonjour, je m'appelle Poncet Amélie, du coup. Je suis gardienne pour Vilogia sur seulement cette résidence Mozart-Verlaine. Parce que j'ai envie de participer à la vie du quartier dans lequel j'exerce depuis 20 ans maintenant et que l'humain est important. Alors du coup, pour le projet Passerelle, territoire zéro non-recours, on a été contacté donc l'année dernière par Justine, qui était assistante sociale, recrutée par l'association Passerelle. Et donc elle est venue nous voir, puisqu'elle était positionnée au centre social Moulin à Vent, juste à côté, elle avait des permanences, et elle est venue nous voir pour utiliser, on va dire, le réseau de la bibliothèque et le public de la bibliothèque pour faire connaître cette opération. Bon, moi c'était j'ai juste fait le lien avec les locataires, quoi. On s'est posé, donc les locataires, comme ils me connaissent, ils sont venus. Voilà, il y a des locataires qui étaient intéressés. Ils ont pris contact, et puis voilà, comme je suis gardien depuis 2011 ici sur la résidence, donc je connais à peu près tout le monde, quoi. Voilà. Et ben, du coup, depuis que je les ai rencontrés, ensuite, moi j'ai eu plusieurs locataires qui m'ont sollicité pour des demandes d'impôts, une dame qui cherchait pour faire ses billets d'avion, je crois, et qui n'avait pas forcément toutes les infos. Et j'ai une autre dame qui voulait monter un dossier d'aide au logement, d'adaptation au logement. Du coup, pour personnes un peu, pas handicapées, mais elle a plus toutes ses fonctions, donc voilà. Et Mathieu, en plus, personnellement Mathieu l'a aidé. Pour moi, ça a été principalement des patients âgés qui justement n'avaient pas de solution pour des problèmes d'ordre administratif. Du coup, je me suis rapprochée de l'équipe de Passerelle qui, eux, ont trouvé des solutions pour des personnes qui avaient besoin, par exemple, d'une aide à domicile, des gens âgés et seuls, sans enfants, sans famille, et qui étaient un peu pris au dépourvu. Donc, du coup, voilà, j'ai fait le lien. Voilà, la passerelle. Cette méthode qui est mise en place par la ville de Vénissieux, comment est-ce que vous décelez ces acteurs prescripteurs, ce maillage, comment est-ce qu'il se fait?
Parce que j'imagine que vous souhaiteriez aujourd'hui le développer. Alors oui, alors on va frapper à toutes les portes, entre guillemets. On voudrait développer pour d'autres, faire d'autres approches. Par exemple, on a eu testé, mais ça a été très bref, par exemple une brasserie, où on a vu que ça pouvait être intéressant. Par contre, là, le problème, il fallait, entre guillemets, il faut tout de suite faire le bilan tout de suite. Il ne faut pas les renvoyer vers une autre structure, un autre endroit, parce qu'ils n'iront pas. Donc, on a testé une fois pour essayer. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de plus tester. On a par exemple le collège aussi qu'on a testé, enfin qu'on a rencontré et où on s'est aperçu qu'ils ont des problèmes de recrutement d'assistants sociaux, justement, comme beaucoup d'endroits. Et donc, justement, on pouvait aussi, peut-être que ce serait peut-être bien de tester quelque chose là-bas. Enfin, voilà, on a plein de pistes. Aussi, on essaye quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que l'ambassadeur des droits, quand il repère des personnes qui ont vraiment des problématiques avec des administrations, enfin, sans les nommer, la CAF, la sécurité sociale ou autre, et que c'est récurrent, que toujours le problème revient, ou qu'un droit est bloqué, qu'on ne sait pas pourquoi, on a un acteur qui est très important pour l'ambassadeur des droits, ce sont les PIMS, qui, eux, peuvent faire remonter justement la problématique et essayer d'apporter une réponse, et qui justement cherchent une solution et qui nous font redescendre la solution. Donc les PIMS sont un acteur incontournable du dispositif aussi. Sans eux, c'est un peu compliqué de fonctionner. Alors justement, voilà, on va parler avec Marion Tivolet dans 2-3 minutes. Vous allez nous expliquer justement comment est-ce que vous intervenez. Je reviens sur l'ambassadeur des droits. Est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer son rôle exact ? Alors, je ne sais pas si je vais réexpliquer le rôle exact, parce que Michel l'a quand même très bien expliqué, mais l'ambassadeur des droits, il est vraiment là pour faire un diagnostic, un bilan des droits et aller chercher les personnes qui sont dites invisibles, même si ce n'est pas forcément un terme qu'on aime utiliser. Si je partage plutôt les résultats, parce qu'on a évalué du coup l'expérimentation qui a eu lieu, donc on a évalué sur la première année, là on attend la fin de l'année pour avoir les résultats. Mais si je vous partage les résultats de la première année d'expérimentation, par exemple, on a touché donc 400, l'ambassadeur des droits a rencontré 400 personnes et il y a 90 bilans des droits qui ont été faits. Parmi les personnes rencontrées, 40%, ça a été des démarches d'aller vers, donc avec tout le réseau toutes les actions qu'ont mis en place Passerelle. 40%, c'était le réseau d'acteurs de proximité qu'on a pu voir dans la vidéo, et 20%, c'était à travers le bouche à oreille, et que les personnes ont entendu parler de l'ambassadeur des droits. Donc, il commence à être identifié sur le quartier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans les personnes qu'on a rencontrées, 90% n'étaient pas accompagnées dans leur démarche. Donc on arrive vraiment à toucher, en tout cas l'ambassadeur des droits arrive à toucher des personnes qui sont sous les radars des institutions ou qui n'arrivent pas à aller vers les institutions. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre de rapprocher les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, en situation de précarité, vers les demandes de droits communs, voire d'autres démarches d'aide possibles. Oui, aussi, Mathieu avait commencé, parce que Mathieu c'était notre ambassadeur des droits jusqu'à cet été. Maintenant c'est Nicolas qui reprend le flambeau. Mathieu avait commencé aussi un peu à tester, à rappeler les gens 2-3 mois après pour essayer de voir si l'orientation était la bonne, si ça avait porté ses fruits, s'ils avaient encore renoncé et pourquoi. Et ça va faire partie de l'objet des prochaines étapes du travail qu'on fait sur Moulin à Vent. Donc c'est voir pourquoi, si le bilan des droits a été le bon, si les gens ont encore arrêté leur démarche, pourquoi, etc. Donc c'est quelque chose qui va être travaillé par Nicolas par la suite. Alors, on va donner la parole à Marion Tivolet pour le PIMS. Alors, vous allez déjà peut-être nous réexpliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est et comment vous intervenez dans la démarche. Oui. Donc bonjour, le PIMS c'est une association qui existe sur la métropole de Lyon depuis bientôt une trentaine d'années. On est présent sur 13 territoires de la métropole à travers des sites fixes d'accueil du public et puis avec un petit camion qu'on a réaménagé et qui tourne sur des territoires un petit peu plus excentrés, on va dire, de la métropole. L'idée c'est de recevoir les gens de manière gratuite
universel et inconditionnel sur l'accompagnement de leur démarche administrative. Effectivement, donc, on va dire que le gros tourne autour de la question des droits sociaux, CAF, CPAM, les impôts, etc. Mais c'est aussi parfois des petits soucis avec son fournisseur d'Internet, un courrier qu'on a envie d'écrire à l'école, la question aussi de la bourse scolaire, par exemple. Voilà. Donc on accueille chaque année, pour vous donner un peu une idée, sur nos sites et sur notre PIMS mobile, 50 000 personnes. Voilà. Sur effectivement le projet TZNR, on a agi effectivement sur l'Allée Vert auprès des habitants. Donc, on accompagne aussi l'ambassadeur des droits avec des médiateurs de terrain. On a aussi toute une activité de médiation de terrain. Donc, on fait de l'Allée Vert pour pas mal de partenaires. Donc là, on appuie les Allées Verts de l'ambassadeur des droits avec une ou plusieurs personnes donc, qui, justement, aident l'ambassadeur des droits à aller voir les habitants. Et ça permet de multiplier les points de contact. Et qui n'a que pour seul rôle d'aller présenter le dispositif aux habitants, puisque derrière, l'idée, c'est bien de le renvoyer vers l'ambassadeur des droits. Et puis, on a travaillé tout le pan des professionnels, parce que la question du non-recours aux droits, c'est aussi la question centrale de pas mal de travailleurs sociaux et d'associations qui sont actives sur le territoire de la métropole, mais aussi sur le territoire de Moulins-Avant. Et on s'est servi, on va dire, d'un avantage que pouvait avoir le PIMS, dans le sens où sur nos sites, on est labellisé France Service, ce qui nous donne aujourd'hui accès, on va dire, à une plateforme Internet de communication avec tous les services publics sur lesquels sont liés des droits. Donc on peut parler plus facilement à la CAF, on peut parler plus facilement aux impôts, on peut parler plus facilement à la CPAM. Et du coup, on a décidé de faire profiter de cette capacité-là, ce projet, en travaillant autour d'un rôle d'un coordinateur ressources qui, lui, a pour rôle à la fois, on va dire, d'être un interlocuteur pour les professionnels du territoire s'ils ont des problématiques avec tel ou tel pourvoyeur de droits. Donc ça peut être... tout à l'heure, on en parlait, il y a des problèmes avec un certain pourvoyeur de droits en ce moment. On remonte et derrière, nous, on essaye d'interpeller justement cette institution, savoir pourquoi. Donc là, pour le coup, c'est Ayette chez nous qui a ce rôle-là et elle centralise tous les besoins des professionnels. Les professionnels ont son numéro de téléphone, ils peuvent l'appeler et elle essaye de débloquer des situations. Et puis, elle a aussi un rôle d'animation d'atelier, puisqu'on se rend compte aussi que sur l'aspect du non-recours aux droits, effectivement, il y a la méconnaissance des publics, des habitants, mais il y a aussi parfois la méconnaissance des professionnels, la méconnaissance des professionnels entre eux, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les travailleurs sociaux, leur vraie force, c'est leur réseau professionnel, et que des fois, ça a besoin d'être un peu reboosté, redynamisé, réactualisé. Ça permet aussi, ces ateliers font rencontrer à la fois des pourvoyeurs de droits, donc typiquement prochainement, il y a la MDPH et la CPAM, je crois, c'est ça, qui vont rencontrer tous les travailleurs sociaux qui sont concernés, en tout cas sur ce territoire. Et puis l'idée aujourd'hui, avec le changement de dimension du projet, c'est aussi d'élargir à d'autres travailleurs sociaux de la métropole ces temps-là, pour faire en sorte que les professionnels puissent rencontrer la MDPH, la CPAM, dire ça permet à la MDPH et la CPAM de redire leur cadre d'intervention, leurs problématiques. Ça permet aux travailleurs sociaux aussi de pouvoir discuter directement avec les professionnels de ces institutions-là. Et du coup, ça permet aussi parfois de faire redescendre des pressions qui peuvent exister entre les institutions et les travailleurs sociaux. Ça travaille juste au fait que chacun, on arrive mieux à se connaître, on arrive mieux à se comprendre, et que du coup, le bénéficiaire final, c'est l'habitant. Qui sera peut-être mieux orienté, mieux reçu par les institutions en question, ou en tout cas, ça permet aussi, au-delà de ça, de pouvoir fournir en tout cas la mission de plaidoyer aussi de TZNR, parce que l'idée de l'expérimentation TZNR, c'est pas d'avoir du résultat,
c'est d'avoir des enseignements. Et ces enseignements-là, nous, il faut aussi qu'on puisse remonter à la fois les besoins des habitants, les besoins des professionnels, pour faire en sorte justement de faire un peu bouger les choses dans ces fameuses institutions au niveau local, mais aussi au niveau national. Donc voilà un petit peu les différentes dimensions. Vous avez parlé d'ateliers, par exemple. Alors les ateliers tournent souvent autour de la santé, des droits sociaux, par exemple avec la CPAM. C'est le type d'atelier que vous pouvez C'est ça. organiser. Généralement, on organise des ateliers, on fait intervenir 2 institutions. Alors, il peut y avoir des institutions, généralement, c'est plutôt l'idée de faire intervenir des institutions publiques, mais il peut y avoir des partenaires, par exemple, comme EDF et Engie, qui peuvent venir aussi, parce que c'est des entreprises aujourd'hui qui peuvent aussi apporter des solutions. On l'a fait notamment, je crois, en début d'année. Il y a un dialogue, en tout cas, qui doit se faire entre les services solidarité d'EDF ou d'Engie et les travailleurs sociaux. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à faire dans le cadre de ces ateliers-là. Un dernier point, quand on a préparé l'entretien au téléphone, vous m'avez dit que c'est très très important la manière dont on reçoit les gens, la première approche qu'ils vont avoir et aussi la manière dont on leur écrit après. Toute la façon de garder le lien avec eux, c'est très important. Oui, je pense que ça fait partie d'un des enseignements, en tout cas, qu'on a eu sur ces 2 années de TZNR. Effectivement, comment on les reçoit, et Michel le disait tout à l'heure, donc il y a aussi une vraie logique d'accueil à travers l'ambassadeur des droits. Elle parlait aussi qu'effectivement, des fois, ils étaient réorientés vers le PIMS. On a aussi une logique toute particulière d'accueil. Et effectivement, c'est comment on communique aussi vers eux. Ça interpelle beaucoup. Les fameux courriers, ça, on en parle souvent. Le langage administratif. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de simplifier les choses ? Parler un peu plus simplement aux gens, avec des mots, peut-être moins d'articles de loi dans certains courriers. Avoir des mots plus simples, des messages plus simples. Les réorienter aussi, leur dire finalement aussi dans le courrier, si vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement nous appeler, mais aussi aller vers tel ou tel endroit pour vous faire accompagner. La question de la langue, elle est aussi primordiale. En tout cas, nous, on le voit au PIMS des États-Unis, on reçoit énormément de Vénitiens aussi, et on peut le voir aussi sur l'expérimentation TZNR. Il y a une vraie problématique aussi de maîtrise de la langue française, et que ça, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne en compte sur la question du non-recours au droit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent juste parce que les gens ne saisissent pas tout. Merci beaucoup Marion Thivolet. Je vais laisser la parole à Pascal Branchard pour le Centre social Moulin à Vent. On continue à faire le tour d'horizon des acteurs de terrain. Pascal Branchard, le Centre social est au plus proche. On ne peut pas faire plus proche puisque vous êtes au cœur de Moulin à Vent. Vous êtes un lieu d'accueil avant tout. Alors, bonjour. Je ne vais pas présenter le centre social. Les centres sociaux, c'est des équipements de quartier qui ont une vocation globale, intergénérationnelle, familiale, pour aller vite, et d'essayer de contribuer à animer le partenariat local. Par rapport à cette expérimentation, je pense que le centre social il s'inscrit dans un triptyque, en gros, d'être à la fois acteur, facilitateur et contributeur. Alors, en préalable, moi je fais un petit retour en arrière. Au début du siècle, sur le quartier, il y avait 2 permanences d'assistance sociale et de sécurité sociale. Il y avait une EMDM avec des travailleurs sociaux. Bon, tout ça n'existe plus, ça a disparu un peu au fil des ans. Après, il est guère étonnant qu'on est sur des territoires où il y a des problématiques, et notamment celle du non-recours, qui sont aussi liées au fait qu'on a enlevé des hommes et des femmes qui étaient là, qui connaissaient le territoire, qui connaissaient les habitants. Donc ça c'était le préalable. Le deuxième, pour que l'expérimentation puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait une volonté partagée. La volonté partagée, elle a été par la ville déjà, qui a été à l'initiative, et avec le centre social, qui a été aussi intéressé, parce que ça correspond aussi à nos orientations, à nos missions et à nos réflexions. Sur la question de la facilitation, on a essayé, nous, d'accueillir l'expérimentation de manière à ce qu'elle puisse être la
le plus rapidement possible opérationnel. Alors, à la fois en accueillant l'ambassadeur des droits dans les locaux, c'est-à-dire qu'on met aussi à disposition la logistique du centre social, l'accueil, des bureaux, des ordinateurs, des connexions, des machins, des téléphones, ça a l'air de rien, mais quand même ça joue. Et essayer de faire en interne un maillage entre l'ambassadeur des droits, le travailleur social du centre social, le conseiller numérique, qui peut être là aussi pour accompagner les gens dans les démarches, avec nous l'objectif qui est toujours de travailler sur l'inclusion sociale des habitants. C'est-à-dire que la porte d'entrée de l'accès aux droits, elle est hyper importante, et là il y a un travail qui est fait d'une manière spécifique. L'enjeu derrière, c'est de faire en sorte aussi que les personnes puissent aussi avoir accès à une vie sociale. Donc de les intégrer dans un processus après plus collectif. Alors ça peut être des cours de français, ça peut être des sorties familiales, des sorties culturelles, des activités, de l'accueil un peu, de l'accompagnement individuel. Donc on essaye quand même d'avoir toujours en esprit que l'expérimentation qui a ses propres objectifs, elle puisse aussi de notre côté s'intégrer dans un projet plus global du centre social et du territoire. Et facilitateur aussi, ne serait-ce que parce que quand Passerelle est arrivé, et notamment les AS qui interviennent, les ambassadeurs des droits, on a fait des visites de quartier à chaque fois. Moi, je propose des visites de quartier aux professionnels sur le territoire quand ils arrivent. Donc, je fais des trucs un peu complets. Comme j'y ai vécu, en plus, j'ai un peu des anecdotes et compagnie. Vous faites ça pour montrer l'hétérogénéité du quartier. Alors, exactement, parce que c'est un quartier qui a une grande mixité sociale, mais c'est un quartier aussi qui a dans son sein à des endroits où l'hétérogénéité sociale n'existe pas tellement, quoi. Donc, il y a vraiment des poches qui concentrent des difficultés pour les habitants. Donc de faire ces visites de quartier, ça permet aussi de repérer là où sont un peu les priorités. Là où intervient Passerelle, notamment, sur la cité Mozart, sur les Acacias, sur les Closes. Il y a aussi la résidence Balzac, pour ceux qui connaissent un peu le quartier, qui est la grande tour qui est au bord de l'autoroute, où les conditions de vie des habitants sont assez indignes. Et donc ça a été facilité de ce point de vue-là. Ça a été aussi de mettre en relation avec les acteurs locaux. Bon, on parle beaucoup de la pharmacienne, mais la pharmacienne, c'est pas tombé par hasard. La pharmacienne, le centre social lui achète les trucs depuis des années et des années. Moi, je la connais aussi. On a fait un travail de veille sociale fin 2020, début 2021, pour voir un peu les effets Covid dans la population et dans les pratiques professionnelles. Elle y a participé, au même titre que d'autres. Donc ça veut dire qu'elle était sensibilisée. Donc du coup, la relation après se trouve vachement facilitée. La bibliothèque, c'est pareil, on travaille depuis des décennies avec elle. Donc tout ça pour dire que cette initiative TZNR, elle a du sens en s'inscrivant dans un contexte de territoire et en s'articulant avec à la fois l'ensemble des acteurs et à la fois avec une mentalité qu'il peut y avoir sur un quartier, la manière dont on travaille, les processus qui sont en œuvre, les partenariats qui existent, les réseaux aussi qui existent. Et nous, on a essayé d'accompagner ça et de le porter au mieux. C'est-à-dire que nous, on participe à beaucoup d'instances à l'intérieur du quartier. Et on a beaucoup de relations avec les professionnels. Donc, on a porté l'expérimentation à chaque fois en disant « il y a ça qui arrive, voilà à quoi ça va servir, etc. » On l'a y compris relayé au sein on a une mailing list, on explique les choses. On a 1500 adresses dessus, qui sont essentiellement des gens du quartier. Donc on essaye aussi de donner une visibilité à l'action, et puis de faciliter le travail de l'ambassadeur. L'idée, c'est que ça puisse aider un maximum de gens. Donc on a intérêt à mettre le maximum d'huile dans les rouages. Vous avez aussi un travail au pied des immeubles pour créer du lien avec des personnes qui peuvent être identifiées en difficulté. Alors sur la question du aller vers, alors je pense qu'il y a des choses qui sont en réflexion. C'est-à-dire que moi, ça me semble réducteur de parler du aller vers uniquement sur les questions sociales, d'accès aux droits, etc.
Le aller vers, c'est aussi tout ce qui est fait, tout ce qui peut être fait au quotidien. Quand on fait des animations de quartier en pied d'immeuble, on fait du aller vers. Quand on emmène des bouquins dans des squares avec la bibliothèque et qu'on fait du conte et de la lecture, etc., on fait du aller vers. Donc le aller vers, c'est aussi aller au plus près des populations dans tout un tas de domaines, qui soient éducatifs, culturels, sportifs, sociaux, etc. Donc un des enjeux sur lesquels on est en réflexion, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire sur un territoire comme celui-là, où il y a beaucoup d'interventions qui se font, d'essayer de travailler d'une manière un peu cohérente sur la question du aller vers, en y associant un maximum d'acteurs et en essayant de faire des interventions qui soient réfléchies, cohérentes et structurées. Et dans lesquelles, par exemple, l'intervention qu'il y a autour de territoire zéro non-recours, s'il y a un conseiller numérique qui va avec, ça permet aussi de se mettre directement en lien sur des accompagnements. Mais si à côté, il y a des jeux, etc., ça permet de prendre en charge aussi les mômes pendant ce temps-là, que les parents peuvent être un peu disponibles. Enfin, voilà, il y a un peu toutes ces réflexions-là qu'on veut essayer de mettre en œuvre, de mettre en action sur ces prochaines années, en tout cas sur le quartier, là. Merci beaucoup Pascal Branchard. Alors il y a un autre point d'entrée dans ce dispositif, c'est la Maison de la Métropole. Je vais laisser la parole à Juliette Descos. Après je laisserai effectivement la parole à Isabelle Tersion pour le CAS. C'est la vocation ou l'une des vocations premières d'accueillir les personnes en difficulté. C'est même une obligation entre guillemets pour vous de le faire. Oui, tout à fait. Effectivement, la Maison de la Métropole, qui s'inscrit dans le projet métropolitain des solidarités, a pour vocation d'accueillir sans condition toutes les personnes qui se présentent dans nos services. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les accueille dans l'immédiat, parce qu'on est aussi, comme tout le monde, avec des enjeux de délai, de prise de rendez-vous qui sont pas toujours simples à accepter. Mais toute personne qui se présente en métropole est reçue. Et on a mis en place notamment le premier accueil avec des assistants médico-sociaux qui font une première préévaluation de la situation pour éventuellement réorienter via les outils géorientés, par exemple, qui ont été aussi évoqués. Parfois, ce n'est pas forcément le travailleur social qui va être la réponse immédiate, même si c'est la demande de l'usager, parce que il y a aussi une analyse de la situation qui peut permettre d'accélérer aussi une réponse sans passer forcément par un travailleur social. Donc ça répond aussi à cette problématique de premier accueil qui permet d'apporter une réponse parfois un peu plus rapide. On a également en place des permanences d'urgence pour les situations qui ne peuvent pas attendre un rendez-vous qui peut être à plusieurs semaines. Et donc, sur des situations vraiment urgentes, tous les jours, des travailleurs sociaux assurent des permanences pour pouvoir recevoir les situations prégnantes. Et après, des choses plus j'allais dire classiques, mais comme des permanences de conseillers numériques pour accompagner aussi sur la compréhension, l'accès aux droits et aux démarches qui peuvent être accélérées sans avoir besoin de rencontrer un travailleur social. Donc effectivement, on s'inscrit dans cette démarche qui a été lancée par le 107, le PIMS, le centre social et la ville de Vénissieux, avec une volonté d'élargir forcément sur le territoire de l'ensemble de la métropole, ou en tout cas du territoire de Vénissieux. Et c'est vrai que le profil, ce qui a été présenté par le PIMS sur le poste de coordinateur, pour les travailleurs sociaux, il est essentiel parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un foisonnement d'actions et d'intervenants sur ces sujets-là du social, qui est compliqué à débrouiller pour les professionnels et qui peut compliquer aussi leur tâche d'accompagnement. Et le fait d'avoir un intervenant qui a cette porte d'entrée un peu privilégiée auprès des prescripteurs de la CAF, des impôts, tous ceux qui ont pu être cités, c'est aussi très facilitant. Et donc on a un vrai enjeu à s'emparer de ce projet pour que tous les travailleurs sociaux puissent profiter de cette expertise. Les ateliers qui sont proposés aussi d'interconnaissance sont essentiels pour justement améliorer aussi l'approche qualitative du métier des travailleurs sociaux, qui sont parfois aussi un peu isolés, qui ont aussi du mal à créer un réseau, etc. Donc travailler en collectif, c'est vraiment un enjeu fort qui est partagé, en tout cas c'est bien ce qui ressort de ce matin.
Après, j'ai entendu aussi ce qui a été évoqué sur la difficulté à toucher certains publics, et notamment les jeunes qui ont été cités. Dans le cadre du plan pauvreté, la métropole a mis en place des éducateurs spécialisés. On en a 2 sur le territoire de Vénissieux qui sont installés sur le quartier Max Barrel, pour ceux qui connaissent. Et depuis quelques mois maintenant, ils ont un local, ils sont en pied d'immeuble. Et pour le coup, ils font un peu le travail de l'ambassadeur des droits. Ils sont sur des maraudes auprès des jeunes qui, de fait, ne fréquentent pas tous la mission locale ou le bureau d'information jeunesse de la ville, et qui sont un peu à l'écart de tous ces dispositifs qui pour autant les concernent. Et donc ces éducateurs de rue vont les chercher, les accompagnent et font ce travail aussi d'aller vers, de bilan des droits, etc. Et on se rend bien compte que les problématiques qui sont soulevées à travers ce projet, on se les pose toutes et on essaye, tous, au niveau institutionnel, et on a vraiment cette volonté forte d'y répondre par des différents projets. On teste des choses, et c'est ça qui est marquant aussi sur le territoire de Vénissieux, c'est cette capacité à tester des choses, à avoir envie d'y aller. Il y a un maillage institutionnel, social, associatif qui est fort et qui permet aussi de travailler cette question-là. D'ailleurs, la preuve, on est quand même nombreux autour de la table, et je pense que c'est assez révélateur de cette richesse dont il faut qu'on s'empare et qu'on la fasse vraiment vivre. Alors, vous avez parlé de démarche collective, c'est peut-être même l'essence et le cœur même du succès de la démarche. On y reviendra tout à l'heure et je poserai la question à Corinne Aubin-Vasselin. Comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer cette démarche collective? Merci à vous. Dernier acteur, c'est le CCAS, Isabelle Tertian. Alors, j'aurais peut-être pu faire le contraire, c'est-à-dire vous donner la parole et après, pour simplement à l'échelle du territoire, rester sur Vénissieux et ensuite remonter sur la métropole. Le CCAS, on a parlé des personnes en difficulté, vous allez nous en reparler aussi, mais pas que. C'est-à-dire on a parlé des travailleurs sociaux, et c'est là où vous rentrez en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi des salariés qui ont des droits et qui n'y pensent pas toujours. Et qui ne les font pas valoir. Effectivement, nous, on constate que le public salarié n'est pas le public qui pousse la porte des services et des associations de manière massive. Nous, c'est un public qu'on a du mal à capter aujourd'hui. Essentiellement, je pense, pour la méconnaissance de leurs droits et le fait que quand on travaille, on imagine qu'on n'a pas de droits, justement. Il y a une chose importante au niveau du CCAS, on a 2 activités principales qui sont l'aide légale, comme la domiciliation par exemple, et après l'aide facultative, qui est l'ensemble des aides qui sont proposées aux Vénitiens, qui vont de l'aide au paiement des factures, l'aide par exemple à l'achat d'équipements de première nécessité et l'aide alimentaire. C'est les 3 gros volets, puis d'autres d'aide à la mutuelle, aux soins de santé, enfin il y a d'autres choses qui existent. Le conseil d'administration a fait le choix de travailler non pas sur un quotient familial, donc avec un plafond de ressources pour attribuer les aides sociales, mais bien sur une situation particulière qui est liée par exemple à la rupture ou à la baisse de ressources ou à des charges exceptionnelles qui viennent mettre en difficulté les Vénitiens. Le fait de partir sur ce point de départ-là et pas sur un quotient familial, ça permet effectivement de toucher un public qui ne serait pas forcément aidé, puisqu'il a des revenus issus du travail. Voilà. Et ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, c'est un élément qui n'est pas forcément connu. Et en tout cas, on a bon nombre de Vénitiens qui sont en difficulté, qui sont par exemple en arrêt maladie, qui n'ont pas de subrogation, qui n'ont pas de prévoyance, qui se retrouvent avec des baisses de revenus qui sont quand même assez conséquentes, et qui se retrouvent en difficulté pour leurs factures du quotidien, voire même pour manger. Et nous, on a cette possibilité de les aider sur un temps donné, mais on peut les aider effectivement, et on évite aussi des situations qui vont devenir plus difficiles, parce qu'on peut être en arrêt maladie 1 mois, 2 mois, voilà, et se retrouver dans des situations assez compliquées. C'est l'un des rôles du CCAS. Tout à fait. Et ça, on ne le sait pas forcément toujours. Non. Non. Et alors, on imagine aussi que pour les personnes qui sont salariées, mais pas que,
pousser la porte d'un service social quand on travaille ou d'une association. Je pense aussi aux collègues qui font de l'aide alimentaire. C'est pas forcément quelque chose d'aisé parce qu'on a honte, parce qu'on n'ose pas. Enfin, voilà, ce sont aussi les motifs de non-recours au droit concrètement. Hein. Mais c'est vraiment important effectivement de communiquer là-dessus. Et je rebondirai aussi sur ce qui a été dit. Alors c'est un peu redondant, mais nous on s'inscrit aussi dans les ateliers des acteurs de l'accès au droit. Et le prochain est demain matin. Et c'est vraiment important. Sur justement la CPM, la CPM. Voilà. Mais on a eu Pôle emploi, les TCL, du coup ça fait vraiment partie, ce sont des interventions qui sont au cœur des préoccupations des habitants et qui font partie de leur quotidien, et ça c'est vraiment essentiel. Et ce qui est essentiel aussi, c'est que tous les acteurs, même si on se connaît, même si on a l'habitude de travailler ensemble, l'incarner la relation partenariale c'est différent, on se sollicite différemment, on se rencontre, et ça en fait c'est aussi quelque chose de très positif pour les usagers qu'on accompagne ou qu'on n'accompagne pas. Je vais rebondir sur la question de l'orientation qui est aussi essentielle. Quelqu'un qui n'ose pas pousser la porte d'un service ou d'une association, ou quand il est bien orienté, parce qu'on se connaît et qu'on sait que c'est la bonne porte, en fait, quand la personne se met à nu devant nous, qu'elle explique ses difficultés, que ça lui coûte de pousser la porte du service, et qu'on lui dit « vous n'êtes pas au bon endroit », et souvent on les perd. Voilà. Et ça, c'est catastrophique. D'où la nécessité de bien se connaître, de connaître aussi les limites d'intervention et le qui fait quoi pour qu'on oriente au mieux et qu'on n'ait pas, justement, qu'on ne génère pas nous-mêmes par notre fonctionnement du non-recours. Alors justement, j'ai une question. Après, on va laisser la parole aux personnes dans la salle. Si vous avez des questions à l'une des personnes qui se trouvent autour de moi, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça, pour répondre à vos questions. Moi, j'ai une question justement. Comment est-ce que vous vous parlez tous ? Parce qu'on parle de démarche collective, donc ça veut dire, est-ce que entre vous tous vous parlez, est-ce qu'il y a des informations que vous remontez sur des personnes en difficulté qui peuvent peut-être être encore mieux réorientées grâce à ces remontées d'informations ? Oui. Après, on n'a pas de temps, on va dire, formalisé de passage de dossier. Mais justement, on est plutôt dans l'idée, donc ça c'est aussi effectivement le rôle d'Ayette, d'être le réceptacle des demandes des travailleurs sociaux. Derrière, elle cherche, on va dire, l'information, la solution, etc. Elle redescend vers le travailleur social en disant voilà, c'est telle orientation, c'est telle personne ou c'est telle problématique sur ce dossier-là qui coince, donc il faut plutôt effectivement orienter par cette action-là. Voilà, mais après on n'a pas de grandes messes comme parfois il existe pour les demandes de logement social par exemple. Voilà, on n'a pas de réunion formelle, on est dans quelque chose, on va dire, de simple, d'opérationnel et de humble pour l'instant, et c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse artillerie de coordination derrière. Je sens que Michel Poulnard veut ajouter quelque chose. Oui, on a eu un petit peu des pistes de travail justement. Par exemple, pourquoi pas des fiches d'orientation, mais quelque part bien ciblées, bien personnalisées, peut-être à tester, voir comment par rapport aussi à la RGPD, etc. Donc il y a d'autres contraintes, mais peut-être l'orientation ciblée et bien faite auprès du CCS ou autre, ça pourrait être une des pistes pour mieux communiquer, avoir le numéro de téléphone par exemple des assistants sociaux des différentes structures en direct, que l'ambassadeur les ait pour que justement, il l'a eu fait, appeler en direct, dire je vous oriente telle personne pour telle problématique, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas y aller, et en l'orientant vraiment personnalisé, ça marche. Donc, puis comme dit madame, bien qui fait quoi exactement pour que justement il n'y ait pas de problématique, de porte qui ne sont pas la bonne, quoi. Donc se rencontrer déjà dans les ateliers, on se rencontre et on parle et on discute et on voit vraiment les points de blocage. Les points de blocage et vraiment les missions de chacun, etc. Oui. Salia Prudhomme-Latour souhaitait compléter. Oui, donc juste un petit peu pour compléter, donc sur le mandat précédent, donc dans nos groupes de travail pour lutter contre la grande pauvreté, vous avez raison de le souligner, nous avions amplifié un petit peu le travail partenarial avec les acteurs institutionnels et associatifs. On a élaboré par exemple un guide d'accès aux droits interprofessionnels que nous réactualisons chaque année avec des noms de référents.
Mais vous avez tout à fait raison. Et nous avons également partagé le règlement intérieur des aides sociales avec les associations de solidarité et avec les services sociaux de la métropole. Mais il faut toujours effectivement amplifier. Il a été évoqué tout à l'heure les conseillers numériques, mais ce qui est important aussi de dire, parce qu'on sait que le numérique est un vrai frein aussi à l'accès aux droits, du coup, sur Vénissieux, nous avons mis en place des permanences d'écrivains publics et numériques depuis mai 2018, du coup, au départ 3, et aujourd'hui nous avons 5 permanences sur la ville, 3 hebdomadaires et 1 mensuelle sur le centre social Paris et Moulin-à-Vent. Donc c'est important, ça permet aussi de lutter quelque part contre le non-recours au droit, mais ce qui est aussi beaucoup constaté, vous l'avez dit, c'est la barrière, le frein à la langue, mais aussi la méconnaissance des droits et le frein aux institutions. D'où le premier accueil est important. C'est important parce que plus vous allez bien accueillir la personne et l'orienter, et pas quelque part ça aussi, c'est lutter, et ça c'est cher aussi à tous les acteurs qui sont là, de bien accueillir et d'orienter. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Et je laisserai ensuite ma place à Corinne Aubin-Vasselin, qui va monter sur scène pour la métropole. Je vous laisse prendre ma place, allez-y. Bonjour, Gilles Lula du journal Expression de Vénissieux. Est-ce que vous pouvez revenir sur la durée de l'expérimentation, ces résultats, même si j'ai compris que les résultats étaient moins importants que les enseignements qu'on pouvait tirer de l'expérimentation, et sur le prolongement qui pourrait être donné à l'avenir? Alors, je n'ai pas dit que les résultats n'étaient pas importants, parce qu'ils le sont. Et notamment, Agnès, tout à l'heure, a donné quelques chiffres, et ils sont importants à mesurer pour nous, pour savoir qui est-ce qu'on touche, comment on les touche, et est-ce que l'action, finalement, elle est pertinente ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans des démarches de projets comme ça, très souvent, ce qui est demandé, notamment aux associatifs, ça va être de se dire, bah voilà, combien, notre but, ça va être de faire 250 bilans des droits. Là, on n'était pas dans cette dynamique-là. Mais ça ne veut pas dire que les chiffres ne sont pas importants. Voilà. Alors, ça a duré... Vas-y. Donc, du coup, l'expérimentation opérationnellement sur le quartier de Moulin-à-Vent, elle a commencé fin 2021 et elle va se terminer dans les dispositions actuelles à la fin de l'année. Donc, on a été accompagné par un cabinet externe pour étudier les résultats et faire du coup l'évaluation de l'expérimentation sur la première année. Donc là, j'ai un petit livret, si vous le voulez, à la fin, je pourrais vous le donner, avec les chiffres et les effets, en tout cas pressentis, qu'on peut observer sur cette première année. À la fin de cette année, on va faire un bilan de cette deuxième année d'expérimentation. Et avec, mais je laisserai du coup Corinne Aubin-Vasselin expliquer, mais avec du coup l'appel à projet national sur le non-recours, l'expérimentation va être prolongée pendant 3 ans. Alors, ce que je voulais juste dire, c'était que ce matin, on n'avait pas trop parlé des résultats, mais on l'a fait volontairement, c'est qu'on voulait vraiment expliquer les solutions et la vraie démarche, en fait. Mais évidemment, les résultats sont importants. Madame le maire. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on ne remplace pas des dispositifs en présentiel et en accueil, même si c'est très bien, mais je pense que ça fait 30 ans qu'on a amené un non-recours au droit, finalement, petit à petit, en numérisant, en compliquant un certain nombre de choses. Et moi, je me dis, est-ce que dans ce bilan, il ne va pas falloir que tous les acteurs prennent conscience qu'il faut revenir aussi à des guichets. Moi, je vais prendre le cas de la CRAM, que je connais très bien. Avant, il y avait des liquidateurs, etc., qui recevaient à des guichets. Il y avait 12 guichets à Flandin. Maintenant, il n'y en a plus un. Il n'y en a plus un. Il faut prendre le rendez-vous, vous mettez tant de temps, etc. C'est pareil pour toutes les institutions. Donc, on a quelque part, je pense, au niveau de la société, créé aussi, en tout cas, accompagner un non-recours au droit. Après, il y a d'autres freins qui viennent, et vous l'avez très bien dit, des difficultés pour les familles monoparentales qui ont peur de certaines fois. Mais je crois que le numérique est en train de créer une vraie fracture. Salia Prudhomme-Latour en a parlé, beaucoup moins pour les autres. Moi, je n'entends parler que de ça dans les quartiers.
Et c'est pas qu'une question, je ne suis pas équipée, hein, parce qu'on déploie beaucoup à médiathèque, etc. Mais c'est aussi la peur de se tromper. Parce qu'une fois que vous avez validé votre truc, pour revenir en arrière, faites un passeport par... ou les permis de conduire. Je défie tout le monde de faire, quand vous avez perdu votre permis de conduire, tout le monde renonce. En ligne, tout le monde renonce. Donc, parce qu'il suffit que vous appuyez sur le bouton qu'il ne fallait pas, et ben c'est parti, et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il y a des choses comme ça, en fait, et je pense qu'il va falloir qu'on se pose les questions aussi, parce que c'est bien... Moi, je pense que ces dispositifs doivent compléter ce qui est fait. Or là, j'ai l'impression qu'on se substitue un petit peu à beaucoup d'accueil. Oui. Alors, cette question-là, effectivement, de se dire finalement, est-ce qu'on ne sert pas de prétexte à l'effacement des services publics? En tout cas, non, vous n'avez pas dit ça, mais en tout cas, il y en a certains qui peuvent le dire comme ça. Et effectivement, finalement, on se retrouve à mettre des pansements là où il y a un gros manque. C'est clair. Enfin, la fracture numérique aujourd'hui, on fait tout un truc autour de la fracture numérique. C'est pas la fracture numérique le problème, c'est effectivement la disparition des points de proximité de toutes les institutions. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, cette expérimentation-là, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais elle a aussi quand même une vocation de plaidoyer. Clairement, de pouvoir remonter de la matière de la part des habitants, remonter de la matière de la part des travailleurs sociaux, re-questionner les institutions. Alors, pour le coup, on était pour l'instant que sur Vénissieux, donc après, c'est petit, on était sur un petit quartier. On est petit aussi, enfin, je veux dire clairement, voilà, on n'a pas vocation à porter au niveau national tout ça. Là, on a une opportunité qui s'est présentée à nous. Agnès on a parlé rapidement et Madame Aubin-Vasselin va en parler, mais c'est effectivement qu'il y a eu quand même un appel à projet au niveau national, sur lequel Vénissieux a été clairement pressenti, en tout cas, comme un territoire d'expérimentation, qui permettent aujourd'hui, en tout cas, de faire, déjà de donner plus d'ampleur à notre projet, puisqu'il y a d'autres territoires de la métropole qui vont être concernés. Et après, c'est aussi d'embarquer des institutions comme la métropole de Lyon, qui a un chouïa, je pense, plus de pouvoir que le PIMS tout seul. Et en tout cas, on attend aussi un petit peu ça, Madame Aubin-Vasselin. Voilà, et de se dire que finalement, il y a aussi un poids qui est donné à ça avec la ville de Vénissieux, la métropole, et voilà, le collectif finalement s'agrandit autour de ce projet-là. Et notre idée, en tout cas notre envie derrière, c'est effectivement de faire en sorte que ça bouge au niveau national, que jusque-là, on n'avait pas cette capacité-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser justement la parole à Corinne Aubin-Vasselin. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de la métropole. On a beaucoup parlé, Corinne Aubin-Vasselin, de démarche collective du Aller Vert. Comment la métropole s'inscrit dans cette démarche et quelle est la suite? Enfin, j'ouvre déjà la réponse de la suite. Voilà. Merci, oui, on l'a déjà esquissé à plusieurs reprises et c'est tout à fait normal, effectivement. La métropole de Lyon, elle a inscrit dans son projet métropolitain des solidarités, ça a été évoqué par Juliette Déco tout à l'heure, un premier axe, je dirais, stratégique autour de l'accueil sans condition. Donc c'est déjà une ambition assez forte qui est portée et qui rejoint sans doute beaucoup de choses qui ont été dites d'ores et déjà et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et dans ce premier axe de son PMS qui a été adopté en mars dernier, figurent effectivement les enjeux à la fois de lutte contre le non-recours et plus globalement de l'accès au droit, parce que les deux notions sont subtilement un peu différentes. Et donc voilà, le PMS fait le choix, enfin nos élus ont fait le choix d'inscrire en premier axe de ce PMS, cet axe autour de l'accueil sans condition. Voilà, on vient effectivement, je dirais, embarquer, comme le disait Marion, un certain nombre d'expérimentations qui ont eu cours sur le territoire et qui sont en cours, dont celle qui nous reçoit et qu'on présente en détail aujourd'hui.
On capitalise, si je puis dire, également à travers ces projets, également sur tout ce qui a été développé en partenariat avec l'État d'ailleurs, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Bien sûr, tout ce qui a été expérimenté et développé un peu dans l'urgence et que tous les acteurs de première ligne ont expérimenté et mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire, parce que ça a été effectivement un profond révélateur et accélérateur d'innovation, de capacité d'adaptation de la première ligne, en tout cas des collectivités territoriales et des associations. Vous avez évoqué un certain nombre d'autres institutions. Et donc l'enjeu, effectivement, pour nous, c'est de s'inscrire et de saisir l'opportunité de cet appel à projet que vous évoquiez, qui a été lancé fin mars, effectivement, 2023, pour rassembler, si je puis dire, et c'est le choix qu'a fait la métropole, de rassembler ce qui était déjà expérimenté sur le territoire, ce qui était mûr et ce qui était proposé par d'autres acteurs, et notamment les collectivités et les associations, pour pouvoir porter une candidature métropolitaine, donc pas à l'échelle des 59 communes et de l'ensemble des territoires métropolitains, bien évidemment, mais en prenant appui sur 3 territoires qui étaient plus avancés, je dirais, que les autres, et sur lesquels ça nous paraissait intéressant de pouvoir porter cette candidature métropolitaine. Donc bien évidemment l'expérimentation, la première sur le territoire, celle de Vénissieux sur le secteur du moulin à vent, une expérimentation portée là plutôt par nos équipes des maisons de la métropole, et notamment de la maison de la métropole Jean Jaurès à Vaux-en-Velin sur le secteur du Mas du Taureau, c'est très précis, qui a travaillé justement, les travailleurs sociaux, ils sont traversés par les mêmes observations et les mêmes préoccupations, et tout le monde cherche des solutions. Donc travailler avec à partir d'une étude réalisée par l'agence d'urbanisme sur effectivement le non-recours au droit d'un certain nombre de publics autour de la MDM. Et puis le 3e territoire qui a été embarqué dans l'aventure, qui est embarqué dans l'aventure, c'est la ville de Lyon. Alors évidemment, pas à l'échelle de la ville de Lyon, vous comprenez bien qu'on est à chaque fois sur des petits territoires, mais dans la continuité de l'expérimentation d'un baromètre du non-recours qui a été réalisé, une expérimentation, donc là qui sera plutôt sur le secteur du 7e arrondissement, avec à la fois une intervention de la mairie d'arrondissement qui veut s'inscrire aussi dans cette démarche, et un focus vraiment très très précis sur les cités-jardins du 7e arrondissement, et donc voilà, pour expérimenter aussi là aussi des solutions pour lutter contre le non-recours d'un certain nombre de ménages. Donc nous, ce qui nous intéresse à travers cette candidature métropolitaine, c'est pas de rajouter et de venir remettre des petites briques, je dirais, d'expérimentation et de les mettre à l'échelle du territoire. Pour nous, l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'on a évidemment la responsabilité, Juliette le disait, d'accueillir sans condition la demande sociale, l'ensemble des ménages du territoire qui, effectivement, sont les publics que nous avons accompagnés. Et c'est bien de travailler à partir de ce qu'on appelle notre droit commun. C'est pas de rajouter des strates. C'est déjà assez compliqué, et vous l'avez tous dit, et il y a un enjeu de clarté, de clarification, de savoir qui fait quoi, et c'est plutôt de s'appuyer sur on n'a même pas le chiffre en tête précis avec Madeleine, mais en gros, les plus de 300, entre 300 et 400 travailleurs sociaux en polyvalence de secteur, qui sont pour nous effectivement notre première capacité de réponse, avec d'autres missions, bien évidemment. On a beaucoup parlé de la santé. Je pense que c'est important aussi de prendre en compte les enjeux liés à la santé, les travailleurs, les éducateurs de rue, voilà, tous ces acteurs de terrain et qui sont nos acteurs de droit commun. Et c'est plutôt de voir comment on peut s'appuyer sur cette ressource très importante et notre droit commun pour effectivement prendre appui sur ces expérimentations, pour faire bouger les lignes dans notre manière d'accompagner les publics, de les accueillir et de les accompagner et de les orienter. Donc c'est vraiment ça notre ambition, et donc on prendra appui sur tout ce qui pourrait être développé dans le cadre de ces expérimentations dans les 3 années qui viennent. On s'appuie aussi sur, et c'est important, et on les a beaucoup cités dans le cadre de cet appel à projet, seront présents dans les partenaires, on les a cités, la CAF, la CPAM, c'est-à-dire que on espère que ce sera aussi l'occasion de partager et de poser vraiment clairement les diagnostics que vous avez évoqués, et de travailler avec eux des recherches de solutions. Effectivement, nous on n'est pas labellisé France Service, on n'a pas l'accès qu'a aujourd'hui le PIMS. Nos travailleurs sociaux n'ont pas la facilité d'accès du PIMS, par exemple, aux référents CAF, etc. Donc ça pose quand même problème, vous le disiez, à nos équipes, de devoir s'appuyer sur un coordinateur porté par une association pour accéder plus facilement à la CAF. C'est quand même assez aberrant. Donc voilà, on espère
avoir l'opportunité de poser ces diagnostics, de les partager et de rechercher ensemble des solutions. On s'appuie aussi dans le cadre de l'Observatoire métropolitain des solidarités, sur un pilier précarité, inclusion, dans lequel il y a un groupe de travail co-animé avec Odénor sur justement la lutte contre le non-recours. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir mobiliser l'ensemble des leviers et des ressources de la métropole. Et puis on l'a moins évoqué, même si évidemment ils sont au cœur du dispositif, on veut aussi pouvoir travailler avec les personnes concernées et prendre appui sur ce qu'on appelle le GEPI, donc un groupe d'usagers effectivement qui travaillent depuis de nombreuses années à l'origine à partir de la politique RSA et qui aujourd'hui sont un peu un groupe miroir sur lequel effectivement qu'on associe et qui travaille avec les services de la métropole sur la manière de faire évoluer les politiques publiques, qui ont été très impliqués dans l'élaboration du PMS, et donc c'est important pour nous qu'ils aient aussi une place dans le dispositif. Donc voilà, c'est tout l'enjeu pour nous de ce projet, donc qui ne démarrera qu'en 2024, même si on sait qu'on est lauréat, puisqu'effectivement l'enjeu c'était de pouvoir aller que les équipes de Vénissieux puissent conduire à son terme l'expérimentation Moulin à Vent. Pour autant, on est déjà au travail, on se voit tous la semaine prochaine, parce qu'un des enjeux, vous l'avez évoqué tous, c'est l'interconnaissance entre les acteurs, et puis le partage des bonnes idées, des bonnes pratiques. Donc ça va être le rôle de la métropole, qui prendra aussi appui sur le 107, d'animer et de proposer des formats d'animation à l'échelle métropolitaine et à l'échelle des 3 territoires qui sont partie prenante de cette expérimentation. Il y aura des enjeux d'évaluation, évidemment, qui sont plutôt portés par le national. Tout l'intérêt aussi d'être en réseau avec tous les territoires, la quarantaine de territoires qui sont lauréats de cet appel à projet. Donc, en France, je crois que vous allez déjà, fin novembre, me disait Madeleine, à Strasbourg, voilà, échanger aussi avec d'autres collectivités. Donc ça, pour nous, c'est forcément très riche aussi. On cherche tous des bonnes idées et on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Et pour répondre peut-être à Monsieur Branchard du Centre social, enfin c'est pas une réponse aujourd'hui, mais c'est juste un élément, ça nous questionne aussi effectivement sur ce que vous évoquiez. On a une EMDM qui est vraiment ouverte de manière microscopique sur des consultations PMI qui est au cœur du quartier du Moulin à Vent. Et à l'initiative des équipes de la direction territoriale, on va mettre à l'étude effectivement la possibilité de revoir, parce que c'est pas juste d'ouvrir une UMDM, on n'a pas des moyens comme ça qui nous permettent du jour au lendemain de remettre des équipes. Donc rouvrir une UMDM dans un territoire comme celui-ci, ça veut dire bouger un peu toute la sectorisation, voilà, donc trouver effectivement, faire un travail pour voir dans quelle mesure on pourrait, c'est pas forcément lié à cette expérimentation, mais je dirais ça prend tout son sens, retravailler un petit peu l'organisation de nos MDML sur la ville de Vénissieux pour retrouver une répartition un peu différente de l'orientation des usagers pour pouvoir effectivement remettre plus de proximité sur ce territoire et retrouver un fonctionnement plus classique de cette MDML au secteur du Moulin à Vent. Donc c'est à l'étude. Ce n'est pas une annonce, on peut juste vous annoncer que c'est à l'étude. Après, je n'ai pas de calendrier, ça fait bouger des agents, il faut passer devant les instances, voilà, du personnel, etc. Et puis il faut voir effectivement si la valeur ajoutée pour les usagers, parce que ça veut dire qu'on va forcément déplacer d'autres usagers qui allaient sur d'autres territoires, enfin sur d'autres MDML pour revenir dans celle-ci. Donc, faut pas, voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite étudier, mais qui n'est pas encore acté et sur lequel je ne peux pas vous donner encore de calendrier, mais c'est à l'étude. Merci beaucoup, Corinne Aubin-Vasselin. Je vais laisser Michel Picard clôturer cette table ronde sur le territoire zéro non-recours. Je vous laisse peut-être soit vous installer au pupitre. Déjà, je voudrais rectifier une chose qui a été dite, et je voudrais en tout cas la compléter. Il n'y a pas que 2 éducateurs sur la ville de Vénissieux. Il y en a effectivement 2 sur le quartier Barrel. Il y en a 6 sur les quartiers des Minguettes. Et nous avons les bataillons de la prévention. C'est un dispositif qui a été installé donc, il y a 2 ans. Et c'est des binômes avec un médiateur et un éducateur, il y a 4 binômes.
parce que c'est quand même un combat de la ville de Vénissieux depuis de très longues années pour avoir de plus en plus d'éducateurs spécialisés. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait un petit quiproquo au niveau des journalistes. Il n'y a pas que 2 éducateurs. La lutte contre la pauvreté est au centre de notre engagement pour le droit de toutes et tous à une vie digne et à des perspectives d'avenir justes et épanouissantes. Ce sont en effet des jeunes, des familles, des personnes âgées, des parents seuls, en situation de précarité qui ne sollicitent pas les aides auxquelles ils ont droit. Sur une ville où la pauvreté touche 32% des habitants, il est crucial que les personnes soient mieux orientées et aient recours à leurs droits pour ne pas créer de nouvelles difficultés. Face aux besoins de nos concitoyens, alors que le nombre de foyers au RSA avait augmenté de 21% entre 2019 et 2021 à Vénissieux, c'est avec détermination que la ville a soutenu l'expérimentation Territoire zéro non-recours lancée en octobre 2021. Nous travaillons sur cette action innovante au sein d'un collectif de 20 structures de la métropole lyonnaise depuis janvier 2020, déjà à un moment où la précarité matérielle puis psychique liée à la crise Covid était manifeste, criante et qui s'amplifiait. Dans cette lutte contre la pauvreté, obstinée et résolue, il est essentiel de s'attaquer aux processus qui maintiennent les personnes hors des dispositifs de droits sociaux. Selon l'adresse, 40% des personnes considèrent que le manque d'informations sur les aides est la cause principale du non-recours. La seconde raison la plus avancée, pour 25% des personnes, est la complexité des démarches. À cela s'ajoutent des raisons personnelles multiples, bien connues et bouleversantes, l'isolement social, la crainte des faits induits, de stigmatisation, l'estime de soi ou encore le dénigrement de ses capacités. En 2 mots, il nous faut redoubler d'efforts pour mieux informer et accompagner. En ce sens, l'expérimentation Territoire zéro non-recours, objet du temps d'échange très enrichissant et nécessaire que nous venons de partager, permet de travailler à objectiver les freins du côté des services publics, des partenaires sociaux et des partenaires privés qui rencontrent les publics. Notre action peut être trop standardisée, uniforme, alors qu'on accompagne les individus au parcours de vie saccadé et au quotidien incomparable. Nos personnels manquent de formation ou de sensibilisation pour pouvoir considérer un ensemble de situations et ne pas rester centrés sur une mission particulière. Évidemment, l'insuffisance de l'allée verte qu'on développe de plus en plus aujourd'hui. Le non-recours aux droits sociaux est encore plus incompréhensible dans les villes populaires où nos concitoyens ont très souvent des revenus très faibles. L'avènement du numérique, j'en parlais tout à l'heure par ma question, a aussi fortement modifié nos comportements, nos habitudes et démarches administratives. La multiplication des démarches en ligne peut ainsi rendre tout cela encore plus difficile, même si sur ce sujet, nous déployons à Vénissieux une démarche proactive avec des formations aux outils, les dispositifs numériques, les permanences numériques ou encore l'écrivain public numérique pour lutter contre la fracture numérique. Rien ne peut cependant remplacer le fait d'avoir en face de soi un être humain plutôt qu'une borne automatique. Les points d'accueil du public sont la base essentielle de tous nos services publics. C'est en addition à nos guichets d'accueil des publics que l'aller vers est essentiel, ne serait-ce que pour comprendre les motifs du refus ou du non-usage des droits et dispositifs et tenter de les anticiper dans des modalités d'accès, d'inscription ou de tarification. Cette démarche va dans le sens du perfectionnement de nos politiques publiques, sociales, de proximité, pour réduire autant que possible les injustices sociales et traiter chacun en égalité par le droit. Il est néanmoins évident que les moyens suffisants ne sont pas déployés par l'État pour réduire de manière réelle et significative la précarité. Avec 9,2 millions de personnes en France touchées par la pauvreté, selon l'INSEE, alors que le taux de privation matérielle et sociale, c'est-à-dire rogner sur le chauffage, l'alimentation, les divers produits et services, a atteint 14% de la population début 2022, niveau le plus haut depuis la création de cet indicateur en 2013. Il s'agirait d'aller enfin plus loin qu'une gestion de la pauvreté pour l'éradiquer. N'oublions pas que le sens de l'action publique repose sur un ensemble de valeurs fondatrices fortes qui nous obligent vis-à-vis de nos concitoyens les plus fragiles. Finalement, énormément d'éléments ont été apportés lors de cette table ronde
seconde pour laquelle je remercie tous les intervenants et personnes qui ont pris la parole. À Vénissieux, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité des personnes fait partie intégrante de notre ADN politique et de nos engagements pour le mandat. Je remercie bien évidemment Salia Prudhomme-Latour, mon adjointe aux politiques sociales, à la lutte contre la grande pauvreté et au troisième âge, et par ailleurs vice-présidente du CCAS de Vénissieux, pour son implication dynamique à la tête du pilotage au quotidien de toutes nos actions sur ces sujets. La poursuite de ce travail sur le non-recours dans le cadre de partenariat avec la métropole de Lyon, dans la suite de l'expérimentation vénitiane amenée par le 107, est essentielle. Elle permet de partager les fruits du travail déjà mené et de s'occuper mieux de nos citoyens, car la pauvreté et la relégation sociale n'ont pas de frontières administratives. Je tiens pour conclure à remercier encore une fois nos services et nos nombreux partenaires pour leur travail, tourné chaque jour vers les autres. Ce travail social est indispensable pour que personne ne soit laissé au bord de la route et que notre société ne se morcelle pas davantage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le maire. Voilà pour cette première table ronde des moments d'échange. Ce que je vous propose, c'est, si vous avez envie d'échanger avec l'un ou l'autre des acteurs, c'est de continuer de manière informelle avec eux si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer, bien sûr, aussi la visite des ateliers.